Bonjour, donc je vais faire une vidéo maintenant sur quoi? Sur le cycle frigorifique. Donc le cycle frigorifique, je vais expliquer à quoi servent les différents éléments, puisqu'on a vu les 4 éléments. On a vu le compresseur, on a vu le condenseur, on a vu l'évaporateur et on a vu les détendeurs. Donc on a vu les 4 éléments principaux et maintenant on va voir le cycle frigorifique. Puisque les 4 éléments principaux sont là, on peut faire fonctionner notre système. Donc on va voir le cycle et je vais expliquer au fur et à mesure tout ce qui se passe dans chaque cycle. Donc ce qui se passe au compresseur, ce qui se passe au condenseur, ce qui se passe au détendeur et à l'évaporateur. Je ne vais pas rentrer dans les détails à 100%, puisqu'on reverra après, comme par exemple le compresseur avec le volume balayé et tout ce qui suit. Donc ça on reverra après, mais je vais vous faire déjà ce diagramme en expliquant. Par la suite, même en suivant, vous allez avoir d'autres diagrammes qui vont suivre, surtout avec les gaz qui sont des grands glides et tout ça. Allez, on va commencer. Donc voilà, je vous ai dessiné le cycle frigorifique ici sur le diagramme et je vous l'ai dessiné ici, comment ça se passe. Alors ici, on a nos fameux 4 éléments, notre compresseur frigorifique, notre condenseur avec sa bouteille de liquide, déshydrateur, voyant liquide, électrovanne magnétique, notre 3e élément, le détendeur, et 4e élément, l'évaporateur. J'ai mis un détendeur à égalisation interne. Alors, j'ai mis plusieurs phases qui se passent. Donc, par exemple, de T1 à T2, ben, c'est la sortie de mon compresseur. Et à la sortie du compresseur, je sors avec des gaz qui sont surchauffés, chauds et en haute pression. Donc, de T1 à T2, c'est la partie sortie compresseur jusqu'à l'entrée du condenseur. Je vais avoir une petite désurchauffe qui va se passer ici. Donc, je vais avoir les gaz qui vont un peu se refroidir. Donc ça c'est T1, T2. Et donc T1, T2, on le retrouve ici. Désurchauffe sur le refoulement. J'ai mis 3 Kelvin je perds 3 Kelvin ici. Je désurchauffe de 3 Kelvin. Après, qu'est-ce qui se passe? J'arrive dans mon condenseur. Dans le condenseur, on a 3 étapes. On a la première, la désurchauffe. La deuxième, c'est la condensation. Et la troisième, ça sera mon sous-refroidissement. Alors, de T2 à T3, je retire tout ce qui est surchauffé en trop pour arriver à la température de condensation, qui est au point T3. Là, la température de condensation, on a température de condensation 47 degrés. Donc ici, à T3, j'ai 47 degrés. Donc j'ai les premières gouttes de liquide qui vont se former jusqu'à ce que je forme de plus en plus de liquide, pour arriver à T4 à 100% de liquide. Donc quand T4 est arrivé à 100% liquide, là si je continue, comme je suis encore dans le condenseur, je vais continuer à refroidir, je vais sous-refroidir le liquide. Donc le liquide va être sous-refroidi ici, de T4 à T5, aller dans ma bouteille de liquide, ressortir ici pour aller dans le déshydrateur, voyant liquide, vanne magnétique, et arriver au point T6. Quand il arrive au point T6, de T5 à T6, il a subi encore un sous-refroidissement. Et ce sous-refroidissement de T5 à T6, il est de 4 Kelvin ici. On a sous-refroidi de 4 Kelvin. Donc ce qui fait que, on verra les températures ici sur le système. De T6 à T7, on a le détendeur qui lui passe de haute pression à basse pression. Donc ici, il va être sous-refroidi. Il va arriver ici, il va passer en T7 où il va attaquer sa température d'évaporation. T7, c'est la température d'évaporation qui est elle à moins 15. Moins 15, on va aller jusqu'à T8. Tout ça, ça va commencer à s'évaporer pour arriver à la dernière goutte de liquide qui s'évapore ici, en T8. De T8 à T9, on va continuer, puisqu'on est encore dans l'évaporateur, donc on va continuer à donner de la chaleur au gaz frigorifique qui est ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se surchauffer. Donc de T8 à T9, on va avoir cette fameuse surchauffe que l'on a à notre évaporateur et qu'on va pouvoir lire à notre bulbe détendeur. De T9 à T10, c'est la ligne d'aspiration. Là également aussi, même quand on serait isolé, on a encore un réchauffement des vapeurs et on va arriver à une certaine température au compresseur. T9 à T10, on a 8 Kelvin que l'on réchauffe ici. La surchauffe, elle, T8, T9 est de 5 Kelvin. Donc ici, on a un peu tous les éléments de ce qui se passe. Au compresseur, quand on arrive au compresseur, on arrive avec des gaz qui sont à l'état vapeur. Donc ça doit arriver absolument en vapeur. Autrement, si on n'arrive pas en vapeur, on va casser notre système mécanique, aussi bien les clapets que les pistons. Donc on doit arriver 100% vapeur. C'est pour ça qu'on fait une surchauffe, et ça c'est une surchauffe supplémentaire qu'on ne sait pas éviter. Donc les gaz à la vapeur vont être aspirés quand le piston va descendre. Et ça j'expliquerai mieux dans une vidéo comment ça se passe, l'aspiration et le refoulement. Quand le piston va descendre, il va aspirer les vapeurs. Les vapeurs vont rentrer ici. Quand le piston va remonter, il va fermer le clapet BP.
Donc quand il descend, le clapet HP est fermé, lui. Quand il remonte, le clapet BP se ferme. Le clapet HP, quand la pression ici, dans la partie du cylindre ici, est plus forte que celle d'ici, le gaz va sortir par la haute pression pour aller rejoindre le condenseur. Et le compresseur va continuer ses navettes, donc il va aspirer les vapeurs, les refouler ici. On a la partie condenseur qui va faire son office. Pourquoi on comprime les gaz? Ce qui est plus important de tout, on va comprimer les gaz pour pouvoir atteindre la pression de condensation, c'est-à-dire arriver à la relation pression-température. C'est le but de comprimer. Si on n'a pas de compresseur, on ne sait pas arriver à condenser parce qu'on n'arrivera pas à atteindre la relation pression-température. Donc dès qu'on a atteint cette pression, on verra qu'on va condenser. C'est pour ça qu'on comprime. C'est le but du compresseur, d'aspirer et de comprimer pour ramener à la pression de condensation. Alors, pourquoi on fait un sous-refroidissement? Le sous-refroidissement, il est utile parce que si on ne fait pas de sous-refroidissement, qu'on arrête en T4 et qu'on arrive ici et qu'il fait un peu plus chaud, qu'est-ce qui va se passer? Les gaz vont se réévaporer. Et là, on va avoir un problème, c'est que les gaz, s'ils se réévaporent, on va avoir ce qu'on appelle des flash gaz. On va avoir du gaz et du liquide qui va arriver ici au détendeur. Et on va perdre une bonne puissance quand on va sortir d'ici. Surtout quand on perd déjà ici, parce que quand le détendeur, lui, va détendre, qu'est-ce qui va se passer? Il va perdre une partie de son liquide, on le verra dans le diagramme. Donc le liquide qui est perdu pour se refroidir lui-même, parce qu'ici il va arriver à une certaine température, il faut qu'il repasse à une température ici, et il va se refroidir lui-même, et pour se refroidir lui-même, il va évaporer une partie de son liquide pour se refroidir. Mais ça on rentrera plus dans les détails, il y a l'évaporation et ainsi de suite. Donc ici on a vu un peu tous les éléments. Donc dans le condenseur, je rappelle qu'on a des surchauffes, condensation, sous-refroidissement, des surchauffes, condensation, sous-refroidissement. Dans l'évaporateur, on a évaporation et surchauffe. Dans le compresseur, passage de BP à HP, passage de BP à HP. Dans le détendeur, passage de HP à BP, HP à BP. Donc voilà tout ce qui se passe. Je vous rappelle, on rentrera plus dans les détails, dans les volumes balayés et tout ça par la suite. Donc maintenant, je vais me rapprocher, puis je vais vous montrer le cycle frigorifique. Alors, le cycle frigorifique que j'ai dessiné ici, comment je le dessine sur mon diagramme? Donc ça, c'est le diagramme du 134A. Il y a plein de diagrammes qui existent suivant les gaz. Chaque gaz aura son diagramme de dessiné. Donc, on a déjà vu certains trucs dans les changements d'état et tout ça, comment les lignes, à quoi elles correspondaient. Bon, je vais les répéter fur et à mesure. Donc ici, on a la ligne de saturation vapeur, ici la ligne de saturation liquide, et ici notre point critique, pression, température. Donc ça, c'est un point critique où là, on a un problème de condensation. On verra ça par la suite, plus en détail quand on abordera le CO2, que l'on peut se permettre de pouvoir travailler avec des gaz où on travaille en transcritique. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? On a vu que T1, T2, où je vais faire une partie de désurchauffe. Ici, on va avoir une partie de désurchauffe, T1, T2, ici, la petite partie. De T2 à T3, qui se trouve sur le point ici, sur la courbe vapeur de saturation, c'est T3 ici. Donc là, on commence à avoir la première goutte de liquide. Et plus on va aller par là, plus on va avoir de liquide pour arriver 100% liquide. Là, je suis sur la ligne saturation liquide, 100% liquide. Là, dans le condenseur de T4 à T5, T4 à T5 ici, c'est le point qui est ici. Là, qu'est-ce qui se passe? Je sous-refroidis le liquide. De T5 à T6, j'ai encore un petit sous-refroidissement qui se passe sur la ligne liquide. T5 à T6, au point ici. De T6 à T7, c'est la partie de détente. Je passe de HP en BP. De T7 à T8, qu'est-ce qui se passe? Je fais l'évaporation. Donc, je vais expliquer aussitôt l'évaporation. T7 à T8, évaporation. T8 à T9, c'est ma partie de surchauffe qui est ici. T8, T9. T9 à T10, donc le point ici. Là, c'est la partie de quoi? C'est la partie de surchauffe qui se passe dans la ligne d'aspiration. Et de T10 à T1, c'est quoi? Là, ça sera la partie compression. Donc, je vais passer de BP en HP. Alors, l'évaporation, comment elle se produit? L'évaporation, elle se produit tout simplement. Vous apportez des aliments dans votre chambre froide et les aliments vont céder leur énergie, donc ils vont céder leur chaleur à l'évaporateur pour pouvoir
faire l'évaporation du liquide. Parce que le liquide, lui, comme on lui donne rien, on lui donne pas d'énergie pour s'évaporer, qu'est-ce qu'il fait? Il va se resservir lui-même pour pouvoir s'évaporer. Et il prend l'énergie dans la chambre froide, et c'est ce qui permet de descendre la température. Donc lui, il absorbe la chaleur pour pouvoir l'emmener. Le compresseur aide à aspirer les vapeurs qui sont produites par l'évaporation. Le compresseur va comprimer les vapeurs pour l'amener à la température de condensation. Et lui, le condenseur, il va céder la chaleur que nous lui avons donnée ici. Alors lui, il va céder la chaleur. Voilà comment se passe le circuit. On reviendra encore après dessus, mais c'est comme ça. Bon, alors, comment on trace le circuit? Ça aussi, je reviendrai un peu dessus, mais pour le moment, je peux vous expliquer grossièrement. Quand je veux tracer le liquide, je trace une ligne en pointillé, température d'évaporation. Je trace une ligne température de condensation. À partir du moment que vous avez ces deux données-là, si vous ne les avez pas, faut les prendre, faut les avoir pour pouvoir tracer ces deux traits-là. Dès que vous avez tracé ces deux traits-là, soit vous partez côté condenseur, soit vous partez côté évaporateur. Admettons qu'on parte côté évaporateur, vous tracez la ligne de T8 à T9, donc vous faites le point T8, T9 qui est ici, la surchauffe, et vous faites T9 à T10, la surchauffe sur la ligne d'aspiration. Après, vous montez ici, vous voyez, vous avez les lignes qui sont ici, c'est les lignes qu'on appelle isentropes, donc il n'y a pas de chaleur, c'est la théorie, hein, attention. Hein. Comme ici, c'est une théorie, c'est droit, mais en réalité, on a des pertes de charge, donc on descend en pression. Hein. Mais on dit que le cycle Carnot, c'est un cycle parfait, c'est le cycle Carnot. Hein. Donc ici, la compression, ben, on n'échange pas de chaleur vers l'extérieur, et on a une ligne qui monte comme ça. Donc qu'est-ce qui se passe ici? On arrive à ce point-là. Ce point-là, c'est une température qui correspond plus ou moins, on va redescendre ici, on redescend ici, on arrive plus ou moins, ben, comme à chaque fois, avec le 134, on est à 60 et quelques, 62, 65, ouais, 65 degrés à peu près. Donc ici, on a T1, on va passer de T1 à T2, que l'on a d'office, ici, puisque ce trait-là est déjà tracé. Donc ici, on peut faire en trait plein déjà, jusque-là. Là, ici, c'est un trait plein. Ici, on peut mettre le point T2, T3, T4, T5, T6. C'est les fameux points qu'on retrouve. Et de T6 à T1, on trace un trait en trait plein, puisque ici c'était des pointillés. Ici, pareil, c'est des pointillés. Donc ici, on a toujours les pointillés de là à là. Là, on va descendre en trait plein jusque pour la détente, donc jusqu'au T7. Et de là, le point qui est là, à ce point-là, on peut tracer une ligne. Et là, on a notre circuit dessiné. C'est comme ça qu'on dessine le cycle. Donc je reviendrai sur beaucoup de points, mais pour le moment, je vous ai déjà donné un gros aperçu. On a vu de T1 à T2, ben, déjà de T1, je sors du compresseur à 65 degrés ici. De T1 à T2, j'ai perdu 3 Kelvin, c'est ici. Donc ici, à T2, je me retrouve à 62 degrés. De T2 à T3, j'arrive à 47 degrés, donc c'est la première goutte de liquide, 47 degrés à T3. De T3 à T4, ben, je reste avec mes 47 degrés, donc je pars de la première goutte de liquide, c'est le 100% vapeur, et plus j'avance ici, j'ai les lignes qui sont ici, qui me disent que j'augmente en liquide. Et plus j'arrive ici, plus j'ai de liquide pour arriver en T4 à 100% liquide. Donc T4, 100% liquide, et 47 degrés. Après, je suis refroidi de T4 à T5, j'arrive à 40 degrés, parce que là, je perds 7 Kelvin de sous-refroidissement, donc de T4 à T5. T4, T5, 7 degrés que j'ai perdu ici. J'arrive, de 40 degrés ici, j'arrive jusqu'ici, je suis à 36 degrés, j'ai encore un sous-refroidissement qui se fait sur la ligne liquide. Le sous-refroidissement, c'est 4 Kelvin, donc ici, 40, ben j'arrive à 36 degrés. Au pied du détendeur, j'ai 36 degrés. Je passe l'autre côté du détendeur, je suis à moins 15, donc T7. De T7 à T8, ben je garde moins 15. Ça, c'est toute l'évaporation. C'est l'évaporation à température constante, changement d'état. De T8 à T10, ben là j'ai ma surchauffe, c'est de la vapeur que je surchauffe. De moins 15, j'arrive à moins 10, 5 Kelvin de surchauffe. Et de là à là, j'ai de nouveau une surchauffe sur la ligne d'aspiration qui est de 8 Kelvin, les 8 Kelvin qui sont ici. Donc j'arrive à T10 à moins 2. Donc au compresseur, je serai à moins 2. Donc voilà toute ma ligne liquide. Alors ce que je n'ai pas expliqué dans le diagramme ici, c'est le pourcentage liquide vapeur qui sort du détendeur. Vous voyez, j'ai 1, 2, 3, j'arrive à 70% liquide, 30% vapeur. Donc tout ça, ça s'est évaporé. Pourquoi? Ben ça s'est évaporé, comme j'ai expliqué, pour passer de 36 à moins 15. Il a fallu que j'ai du gaz calorifique qui s'évapore pour refroidir son propre liquide. Donc il s'est servi lui-même, il a pris 30% de son liquide pour se refroidir, pour arriver à moins de là
à là. Donc de 36 à moins 15. Voilà. Donc je vous ai donné toutes les températures. Voilà, je vous ai expliqué le cycle frigorifique. Je vous ai expliqué le cycle Carnot, donc le cycle frigorifique, avec le dessin, un dessin schématisé du compresseur, condenseur, détendeur, évaporateur, et tous les points de température différentes. Je reviendrai sur ces points et ce qui se passe exactement dans chaque appareil. Ça, j'ai expliqué. Je reviens à chaque fois dedans. Dans les cours, on revient à chaque fois dans chaque truc. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on l'a dit une première fois que c'est absorbé. Faut le dire plusieurs fois pour que ça rentre. Donc, je le dirai autrement dans une autre vidéo et j'expliquerai au fur et à mesure chaque phase. Allez, à bientôt!